vous êtes compétent et quel que soit le niveau de votre compétence, vous trouverez du travail. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un de compétent dans n'importe quel secteur d'activité qui soit au chômage. Et si vous ne l'êtes pas, il n'y aura plus de travail. Alors comment traduire en politique cette fois-ci cette idée de respecter les normes de qualité dans notre système éducatif? Comment renverser les ratios, ne plus envoyer chaque année 80 000 bacheliers à l'enseignement supérieur, alors qu'au maximum, peut-être, il y a 15 000 bacheliers qui peuvent aller à l'enseignement supérieur classique, et tous les autres, comment leur faire cette filière royale qui sera la filière de la formation professionnelle? Et si ce mot fait peur aux gens, changeons de nom. Disons une filière, je ne sais pas, moi, soyons intelligents pour dire, c'est une filière technologique, mais qui permet de saucissonner les compétences au niveau de la possibilité de chaque jeune Tunisien. Et je vous assure qu'il n'y aura pas un chômeur dans ce pays. Et mieux encore, l'Europe nous jalouse, nos enfants. Puisque vous pouvez y être là-bas et ne pas revenir. Tous les jeunes compétents, le Canada veut les arracher. Et nous, ça constitue un malheur pour nous. Est-ce qu'on est suffisamment intelligent? Est-ce que vous allez être suffisamment intelligent pour obliger ces gouvernements qui vont venir de ne plus faire des bêtises, de les contrôler, de faire des sit-ins, de faire en sorte qu'on casse la gueule à tout le système éducatif tel qu'il est fait aujourd'hui. Et vous l'avez fait, cette révolution. Vous étiez plus intelligents que nous. Surveillez-nous parce que nous sommes des vecteurs de bêtises. Voilà ce que je voulais vous passer comme message. Et vive la révolution. Moi, je dirais pas surveillez-vous, mais il faut prendre le pouvoir, en fait. Alors, peut-être juste, avant de redonner la parole à Yanis Khalel, ce que je retiens, c'est qu'on a fait des erreurs assez monumentales, voire très monumentales par le passé, malgré la bonne volonté, malgré des idées plutôt bonnes. Ce qu'il faut maintenant, et on peut y arriver, c'est grâce à la revalorisation du secteur de la formation professionnelle, grâce à la certification sur des normes internationales de ces formateurs et de ces jeunes formés, n'est-ce pas, Si Tahar, et beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation, beaucoup de transparence dans la gestion plus de transparence en tout cas dans la gestion de ce secteur-là. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais la question que j'aimerais poser pour voir l'éventualité de tous les leviers qu'on peut avoir pour améliorer l'employabilité et l'emploi en Tunisie. Je laisse la parole à Yanis Khalel, un entrepreneur, qui nous parle de la start-up, du monde de la start-up aujourd'hui en Tunisie. Quelles sont les bonnes choses, les mauvaises choses dans le système et quelle est sa vision à lui? Yanis, tfadal. Barakallahu fik, Yanis. Bon, j'allais commencer en disant que, à la conclusion de cette table ronde, nous allons tous vouloir devenir notre propre chef et s'installer pour notre propre compte. Mais apparemment, après ce que nous avons entendu ensemble, nous n'avons pas beaucoup de choix. Beaucoup d'entre nous vont devoir se lancer pour leur propre compte, vu la situation actuelle, n'est-ce pas? Et donc le challenge pour nous, c'est que, mais je ne veux pas être mal compris, mais il y a beaucoup d'entre nous qui sont capables de générer, au lieu d'être un demandeur de travail ou d'emploi actuellement, de générer des opportunités d'emploi pour les autres en se lançant pour leur propre compte. Et cette opportunité est valable, mais pas pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui ont cette capacité-là. Il y a d'autres qui n'ont pas forcément cette capacité-là. Et je parle de ma propre expérience. Je pense qu'en Tunisie, il y a les lois et les règles qui permettent aux jeunes de se lancer. Il y a des encouragements, c'est vrai. Il y a par exemple le fonds du faux produit pour l'industrie. Il y a le fonds du RITI.
Et même après avoir lancé sa propre affaire, il y a aussi des subventions. Il y a par exemple le programme de mise à niveau. Il est vrai qu'on a besoin de plus de transparence et de minimiser la bureaucratie. On a besoin d'optimiser le temps. Il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup de temps. On se perd parfois dans la paperasse administrative. Mais je pense que, vu le niveau d'enseignement ici en Tunisie, on est capable d'encourager beaucoup de jeunes à devenir entrepreneurs. Ça ne veut pas dire que c'est la seule piste, mais c'est une piste intéressante. L'autre piste, c'est pour les gens qui n'ont pas la capacité ou la volonté ou les moyens de devenir entrepreneurs, c'est de devenir un haut cadre dans une société, dans une grande boîte. Devenir par exemple un manager. Là, c'est aussi possible. Donc, chacun de nous va devoir voir à l'intérieur de lui-même quelles sont ses potentialités. Et puis, en fonction de ses fonctionnalités, il va devoir chercher s'il a besoin de formations complémentaires pour l'octroyer, s'il a besoin d'investisseurs à ses côtés, s'il a une idée de projet. Et puis après, je pense qu'au fil de l'eau, on va certainement arriver à un stage où un grand nombre de Tunisiens vont vouloir se lancer dans le secteur privé. Personnellement, je n'imaginais jamais que je devienne un entrepreneur, jamais de la vie. Mais un concours de circonstances a fait que j'y ai. Et c'est une excellente expérience. Et donc, on a vu, ça ne veut pas dire que moi je suis optimiste pour la Tunisie, je suis optimiste pour les jeunes Tunisiens, pour nous tous. Je pense qu'au bout d'une dizaine d'années, il n'y aura pas de chômeurs ici en Tunisie. Et je pense que le fait qu'on a adopté une certaine politique pour l'enseignement, certainement il y a eu beaucoup de défauts et de failles, mais ça peut constituer un point fort. Voilà donc. Très bien. Siad, une intervention. En fait, je veux juste compléter parce que je trouve que ce qui a été dit est fondamentalement important. Dans le sens où, au lieu d'aller offrir des poissons, apprenons les gens à pêcher. Donc, en fait, c'est plutôt ça. Et puis, que 100 fois 100, ça fait 10 000. Donc, si vous avez 100 entrepreneurs qui chacun montent un projet de 100 personnes, enfin, c'est l'exponentielle, vous allez complètement démultiplier là. Et à ce sujet-là, en fait, au niveau de tact, quelque chose qui n'a pas été dit parce qu'on y réfléchit sérieusement. On a même commencé à réfléchir à cette idée de l'époque de Sin Nasr au moment où il était au ministère, donc au fait le concept de pépinière. Et au fait, au niveau de tact, nous comptons faire de sorte que les membres de tact puissent aussi jouer le rôle de coach ou de coacher ou de pépinière, enfin, bénévolement. S'il y a des gens qui sont intéressés par monter des entreprises, n'importe quelle initiative, autour de notre domaine, parce qu'autrement notre conseil ne va pas être judicieux et adéquat. Donc l'idée, c'est d'avoir ces gens-là coachés par nous, parce qu'on a cette petite expérience modeste qui leur permet évidemment peut-être d'éviter de se prendre un mur ou de faire des erreurs monumentales. Ça peut arriver très, très rapidement. Donc c'est bien, le goût du risque est intéressant, parce que c'est ce qui permet de nourrir le concept d'entrepreneuriat, mais le risque doit être mesuré. Et nous sommes là, à la limite, pour aider à cette mesure de risque et à ouvrir les yeux de ces jeunes. Voilà, nous comptons avancer là-dessus. Très bien, Wissam. En tout cas, j'aimerais juste me joindre à tous les intervenants pour vous dire qu'il y a quand même de l'espoir. J'ai commencé cette séance en dressant un tableau gris assez noir. Avant que tu rattrapes. Maintenant, voilà, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que non, je suis quand même optimiste et les gens qui me connaissent, ils savent que je suis un optimiste parce que je l'ai décidé. Et je pense qu'il faut que tout le monde se mette dans cette posture-là. Aujourd'hui, c'est pas de la politique ce que je dis là. Ça fait 3000 ans qu'on attend cette occasion de faire en sorte que notre pays devienne démocratique. Là, on l'a. Donc, sur 3000 ans, on a cette chance-là tous,
ensemble de faire une démocratie, de faire quelque chose d'incroyable dans l'histoire de la Tunisie et dans l'histoire du monde. Donc moi j'ai toujours l'image, en tout cas, de la mêlée dans le rugby. Il faut que tous on se mette du même côté et qu'on pousse. Parce que le problème, il ne va pas se résoudre tout seul. Et il faut que chacun, en fait, se retrousse les manches et arrive à faire quelque chose. Nous, de notre côté, en tout cas, au niveau du gouvernement, ce qui a été fait, c'est un plan, en tout cas, sur l'emploi qui est à court, moyen et long terme. Sur le court terme, on s'était dit, il faut arriver rapidement à éteindre le feu et à faire en sorte, en fait, que les gens retrouvent de l'espoir. Donc, d'abord, 50 000 emplois dans des conditions que vous connaissez tous. Ce sera le résultat de l'année 2011, et ce n'est pas des emplois fictifs, c'est des vrais emplois. Il y a 35 000 emplois entre la fonction publique et les entreprises publiques, et la liste des gens est en train de paraître de jour en jour dans la presse, en tout cas, et les gens peuvent regarder leur nom, etc., et vérifier le résultat. Et puis à peu près 15 000 emplois dans le secteur privé, parce que les conditions ne sont pas favorables pour en créer plus. Et ça, c'est vraiment, en décembre, vous pouvez avoir une liste publiée de gens qui ont trouvé 50 000 emplois cette année. Et ça, c'est très court terme. Deuxième chose court terme, il y a eu le programme Amal, que vous connaissez tous. Beaucoup de gens, en fait, disent que c'est de l'argent à jeter par la fenêtre. Beaucoup de gens aussi, aujourd'hui, en profitent et se disent « j'ai les moyens de faire une recherche active d'emploi ». Et la bourse n'est pas la finalité. La bourse est juste un moyen pour permettre à certaines personnes, d'abord, de retrouver un peu de dignité et de ne pas dépendre, en fait, d'un parent qui touche 250 dinars pour aller s'acheter un habit, pour aller passer un entretien. Mais c'est un programme beaucoup plus élaboré. Qu'est-ce qu'il a, ce programme-là? On a mis en place, depuis mars, tout un programme pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bureau d'emploi, au lieu que ça reste en fait un guichet de Baraji Bekalwarqa, Bararaja Akalwarqa, ça devient aussi un endroit où il y a un accompagnement qui est fait pour les demandeurs d'emploi, justement parce qu'il faut changer les mentalités et parce qu'il faut faire en sorte en fait de redonner un peu la confiance à nos jeunes qui ont perdu de l'espoir. Et donc, il y a des ateliers d'accompagnement qui ont été mis en place avec des coachs qui travaillent avec chaque demandeur d'emploi pour construire un parcours professionnel personnel. C'est-à-dire, chaque personne arrive. En général, les gens, à 90%, ils veulent travailler dans la fonction publique. Comme ce n'est pas possible, il y a tout un travail qui a été fait pour présenter les opportunités d'emploi, le marché, et faire un travail avec chaque personne pour construire un parcours professionnel personnalisé. Et ce parcours-là, il va amener dans un secteur où il va amener vers l'entrepreneuriat. 30% des jeunes actuellement qui bénéficient de ça veulent choisir la voie de l'entrepreneuriat. Ce parcours, il est constitué ensuite de stages, de formations complémentaires ou de reconversions qui permettent à ces jeunes d'atteindre l'objectif qu'ils voulaient initialement. Et du coup, quand on a mis en place ce programme-là, on a essayé de remplir les briques. On s'était dit, alors comment on fait du coaching? On a ramené les spécialistes, etc. On l'a mis en place. Et maintenant, c'est en cours dans les bureaux d'emploi. Ça a commencé en mars. C'était folklorique comme idée à l'époque. Maintenant, c'est dans les bureaux d'emploi. Il y a 10 000 stages qui sont offerts pour les demandeurs d'emploi. Il y a en fait toute une bibliothèque de formation complémentaire qui est en cours de montage, à la fois en ligne mais en présentiel, sur 3 problématiques qui ont été identifiées comme problèmes pour les jeunes, qui sont les langues, les soft skills et quelques compétences techniques. Et toujours avec en fait des normes internationales, en se disant, en cible, un niveau international, c'est-à-dire des certifications reconnues par des organismes qui certifient et qui sont indépendants, des profs qui sont d'un niveau aussi international, des organismes de formation qui s'engagent sur les résultats, et des jeunes aussi qui bénéficient peut-être d'une bourse et qui s'engagent dans le parcours. Ils ne vont pas en fait aller un jour à la formation et puis le lendemain ils se disent aujourd'hui j'ai pas envie, je vais aller plutôt au café. Donc tous les partenaires s'engagent pour le résultat. L'État, il met en place les conditions. Il laisse le choix à des entreprises qui s'engagent à recruter de choisir la boîte de formation. La boîte de formation s'engage sur les résultats et la boucle est bouclée. Tout le monde est engagé et donc tout ça, on l'écrit dans des conventions aussi. Donc c'est écrit, qui utilise des mécanismes légaux qui ont été mis en place récemment de telle manière à ce qu'on garantisse le résultat. Donc je reviens au parcours professionnel personnalisé. On identifie la cible et comment y aller par des stages, des formations complémentaires, des reconversions et on a rempli toutes les briques quasiment. La reconversion prend un peu plus de temps, donc on a enclenché sur la partie IT et la partie logistique, mais la reconversion prend plus de temps.
Donc ça, c'est parmi les initiatives. 50 000 emplois, il y a 150 000 personnes qui touchent les 200 dinars, il y a les parcours professionnels personnalisés, oui, dans lesquels il y a des stages, des formations complémentaires et la reconversion. On a engagé également donc, beaucoup de travaux qui ressemblent à ce que venaient de dire mes collègues ou mes amis autour de ce débat. Donc des conventions avec des entreprises. Donc l'objectif des conventions, c'est de dire, nous, État, gouvernement, gestionnaire de vos impôts, de vos futurs impôts, quoi, si vous êtes un jour imposable, on gère l'argent de l'État. Donc on s'engage, par exemple, à fournir des formations complémentaires pour les jeunes, à vous garantir des mécanismes d'emploi, et il y en a une panoplie. Alors là, en Tunisie, il y a un argent fou qui est dépensé là-dedans, peut-être à juste titre. Mais vous, entreprise, vous vous engagez à me dire si cette personne qu'on choisit ensemble atteint tel niveau qu'on définit à la base, vous vous engagez à la recruter. Ça n'a jamais été le cas avant. Maintenant, c'est comme ça qu'on fait les conventions. Et on a une dizaine d'entreprises avec lesquelles on va signer des conventions qu'on a appelées des conventions gros employeurs parce qu'on a commencé par les plus grandes. Et ces grandes entreprises, c'est de l'ordre de 2000, 3000 emplois chacune, d'accord, sur les 3 prochaines années. Donc, quelque part, déjà, pour 2011, on va ajouter aux 13 000 emplois déjà créés dans le privé, on va ajouter 10 000 autres grâce à ces conventions. Mais on a fait aussi des conventions spécifiques pour des secteurs qui sont des secteurs sur lesquels il y a eu des études par des cabinets internationaux reconnus et sur lesquels on sait qu'il y a de l'emploi là où ça fait le plus mal en Tunisie, c'est-à-dire les diplômés du supérieur. Et on a pris le secteur de l'offshoring, on a comparé, on a pris les résultats des études, etc. On a fait une convention spécifique qui va passer dans la loi. Et il y a 4 entreprises qui sont dans TACT, qui vont s'engager à recruter chacune 300 ingénieurs sur les 3 prochaines années. Et ça, c'est déjà pas mal. En parallèle, on s'était dit, tout le monde ne peut pas recruter 300 personnes. Et donc, il faut qu'on crée, on va dire, on a créé la baignoire pour les gros, et il faut qu'on crée le seau pour les plus petites. Et donc, après des discussions avec différentes personnes, on leur a demandé de créer une association, de se constituer, etc. Et cette association-là, qui collecte les besoins des différentes entreprises du secteur, peut travailler avec nous sur un programme. En choisissant peut-être Esprit comme boîte d'exécution, l'État s'engage sur la facilitation et sur le financement. Esprit s'engage sur le résultat et la qualité de la formation. Les jeunes s'engagent à suivre la formation sérieusement et les entreprises s'engagent à recruter. Donc, il y a énormément d'initiatives, mais ça, c'est du court terme. Peut-être un peu de moyen terme avec ce qu'on fait avec Esprit et les différentes, on va dire, conventions. Et je suis certain, en fait, que ça donnera des résultats parce que c'est des modèles qui existent ailleurs et qui ont démontré des résultats. Mais le plus important, c'est de se projeter plus loin et de se dire comment, en fait, on inverse la machine et on fait en sorte, en fait, que la machine économique arrive à absorber suffisamment les diplômés sans qu'il y ait 1 milliard de dinars chaque année dépensés sur des mécanismes d'emploi. Parce que c'est le cas aujourd'hui. Au-delà de ce que dépense notre ministère en termes d'aide à l'emploi, SIVP, PC50, etc., c'est quasiment du gratuit aujourd'hui. Vous prenez un diplômé du supérieur, vous l'employez, c'est quasi gratuit. Donc c'est 500 millions de dinars le budget actuel du ministère, il a été multiplié par 2,5. Mais en plus de ça, si on prend les mécanismes d'emploi qui existent au niveau des gouvernorats, par les chantiers, etc., que sans doute, peut-être certains d'entre vous connaissent, on arrive à 1 milliard de dinars de dépenses de l'État pour aider la question d'emploi. C'est-à-dire que l'emploi est quasiment subventionné partout en Tunisie. Il faut qu'on transforme la logique. Et il faut que cette transformation, elle vienne des jeunes. Sitar, tout à l'heure, disait il faut que vous nous surveillez. Non, il ne faut pas nous surveiller. Il faut venir prendre nos places. Les jeunes doivent prendre le pouvoir dans ce pays et ils doivent contribuer d'une manière très active à la conception de la Tunisie de demain, qui est demain, c'est-à-dire dans 3 mois. C'est important aujourd'hui que les jeunes se saisissent du débat et participent activement et surtout analysent d'une manière rationnelle ce qui a été fait et quelles sont les solutions. Non pas dans une optique de dire ce qui a été fait c'était mauvais, mais dans une optique de se dire aujourd'hui il faut qu'on monte de gamme, il faut qu'on arrive à un autre niveau, il faut qu'on se dise comment demain nos enfants ils vont pouvoir vivre dans un pays où il fait bon vivre, où on peut trouver de l'emploi, où on a de l'espoir quand on se lève le matin, où on peut construire et en tout cas avoir un rêve, quoi.
Et aujourd'hui, je vous assure, quand vous tournez dans les régions, les gens, ils n'ont plus cet espoir-là, ils ont fini. Quand ils regardent leurs parents, ils se disent, nos parents, ils n'ont pas pensé à nous. Eux, ils ont travaillé, ils voient leurs photos dans les années 70, c'était sympathique. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'avenir. Donc ce débat-là, il faut le lancer, on ne pourra jamais le terminer, mais il y a des pistes. Samahni Anis, je prends encore 1 minute et je te repasse le micro. C'est important aujourd'hui d'avoir une stratégie dans ce pays, et ce n'est pas un mot vague la stratégie, hein, c'est une vision de quelle société on veut avoir en Tunisie. Et ce n'est pas uniquement de l'économique, c'est de l'économique, du social, et c'est la vie des gens, comment on veut l'avoir. Et c'est important de se dire comment un entrepreneur va interagir avec son employé, comment un employé doit interagir avec son collègue, comment l'administration doit traiter avec les associations et avec le secteur privé. Et c'est pas la Constitution seulement qu'il faut redéfinir, c'est tous les rapports entre nous qu'il faut redéfinir. Mais après, surtout, en pratique, et pour que ce soit appliqué, sur la partie économique, il faut qu'on choisisse. On a un problème de chômage des diplômés, le plus important, et de développement régional. Il faut qu'on arrive à trouver des secteurs qui collent un peu à nos atouts et qui emploient un maximum de diplômés du supérieur. Et c'est connu, vous prenez tous les secteurs, vous regardez dans le monde, comme dans le secteur financier, par exemple, il y a beaucoup plus d'emplois pour les diplômés que dans le secteur du BTP. Dans le secteur de l'enseignement d'éducation, il y a beaucoup plus de diplômés que dans des secteurs, je ne sais pas, de tourisme bas de gamme, de plagistes. Et donc c'est important d'avoir cette réflexion, de choisir 5-6 secteurs dans lesquels on se dit maintenant, il faut qu'on se projette dans ces secteurs, et ça peut être la finance, l'éducation, l'offshoring, on va dire, tourisme, je ne dis pas au hasard, hein, c'est des secteurs dans lesquels en fait, il y a beaucoup d'emplois des diplômés, et ensuite adapter, parce que maintenant je connais ce que ça veut dire, administration, mécanisme de l'État, adapter les politiques publiques de telle manière à ce qu'on oriente nos investissements là-dedans. Je vous donne un exemple, quand la loi 72 a été créée en 72, il y a eu une création de toute une industrie. Le textile, le tourisme, plein de choses ont été créées. Il faut qu'on arrive à faire la loi 2012 qui va créer les industries de demain et qui va les créer là où ça a fait le plus mal, c'est-à-dire pour les diplômés du supérieur et dans les régions les plus défavorisées. Et que toutes les politiques publiques soient revues. On fait une revue générale des politiques publiques et dans lesquelles on arrive à trouver c'est quoi les verrous. Il y a aujourd'hui 2500 pharmaciens en Tunisie, donc